Bienvenue à cette édition du 28 mars d'Info.tvc. Avec l'arrivée du printemps, on a vu pousser des pancartes de campagne électorale dans toute la Matapédia. Donc, on va se tenir informé sur ce sujet. Au menu cette semaine, on discute avec la présidente du syndicat d'APTS des coupures annoncées au 6 du Bas-Saint-Laurent. Ensuite, on a une chronique sur la santé mentale avec Caroline Giroux, travailleuse sociale. Comment on fait pour aider les autres qui en ont besoin? On parle avec Louise Beaupré du plan climatique de la MRC de la Matapédia. On a visité la nouvelle succursale de la SQDC d'Amqui qui ouvrira très bientôt. On était du côté de l'hôtel de ville d'Amqui pour savoir l'avenir de l'hôtel de ville actuel. Et on commence l'émission avec une chronique pour vous parler de comment faire aimer les légumes aux enfants et aussi une conférence qui traite sur le même sujet qui sera diffusée sur nos ondes. Bonne émission! Le mois de mars, c'est le mois de la nutrition et je suis en compagnie d'une experte dans le domaine de la nutrition matapédienne, agro-éducatrice Marie-André Mathieu. Bonjour! Bonjour! Marie-André, pour le mois de la nutrition, dans le cadre de tes fonctions chez Agricole, tu as à faire une super belle conférence qu'on va avoir le plaisir de diffuser, nous, la TVC, pour... Le titre exact de ta conférence, c'est... Comment faire aimer les légumes aux enfants. Comment faire aimer... J'imagine qu'à la maison, et vous avez déjà beaucoup de questions en tête, comment ça se fait que tu t'es ramassé à avoir ce titre-là de conférence à donner et ce sujet-là à travailler? Ben, j'ai pu constater autour de moi qu'il y a beaucoup de familles chez qui c'est comme un enjeu. Les parents veulent que les enfants mangent bien, ils s'inquiètent pour leurs enfants, mais qu'en même temps, des fois, c'est pas facile. Ça devient des fois un combat quotidien là, de s'assurer que les enfants mangent bien. Fait qu'avec Agricole, on a pensé que ça pouvait être un bon sujet. Puis moi, j'avais fait des études en nutrition. J'ai bifurqué vers l'agriculture que j'adore. Là, chez Agricole, j'ai tout le package deal qui fait que je suis super heureuse avec ça. Puis avec les 4 enfants que j'ai eus aussi, ça m'a permis de pratiquer au quotidien. T'as fait des tests? Oui, c'est ça. J'ai appris des notions de base qui m'ont facilité la vie puis qui ont fait que dans tous les combats qu'on a comme parents, bien pour moi, il n'y a pas eu de combat au niveau de faire manger mes enfants puis comment faire pour leur faire aimer les légumes parce que j'avais des notions de base qui me faisaient que je n'avais pas de casse-tête à ce niveau-là. C'est ça que j'ai envie de partager dans la conférence. Oui! Ouais. Et là, pour les gens qui peuvent pas écouter toute la conférence, on donne-tu quelques petits trucs pour donner... Juste mettre la table pour aller voir la conférence, aller écouter la conférence si vous voulez en savoir plus puis aller plus loin. Mais là, on donne des petits trucs. Comment on fait ça? Bien, c'est qu'il faut avoir des certitudes à l'intérieur de nous. Savoir qu'il y a des bases. Puis si on respecte ces bases-là, on n'aura pas besoin de se casser la tête puis de calculer puis de vérifier le menu. L'être humain a évolué pour survivre. Oui. Fait qu'à la base, les enfants ne se laisseront pas mourir de faim. Si ça avait été le cas, peut-être que l'être humain serait plus sa planète. Fait qu'on n'a pas à avoir peur qu'ils meurent de faim s'ils n'aiment pas le menu qu'on présente puis qu'ils décident de ne pas le manger un repas. Ils vont se rattraper au prochain repas. Exact. Deuxièmement, c'est normal qu'un enfant n'aime pas manger certains nouveaux légumes. Parce que dans l'histoire de l'humanité, s'ils avaient mangé tout ce qu'ils avaient trouvé sur leur chemin, il y en a beaucoup qui seraient morts empoisonnés. C'est ça! Fait que le réflexe instinctif, c'est de vérifier si les autres qui vont manger ce nouveau légume-là, qui est présenté sur la table, est-ce qu'ils vont être encore vivants le lendemain? Ça, c'est en dedans, sans qu'on contrôle ça. C'est ça. Fait que si on continue à présenter le légume dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, que nous, comme parents, on aime ça en manger, instinctivement, là, ils vont se rendre compte que c'est sécure puis ils vont faire des tests. Des fois, il faut présenter jusqu'à 20 fois un légume avant que l'enfant accepte d'y goûter. 20 fois? OK, fait que persévérer, là. Faut pas... il rejette les brocolis, on n'en mangera plus jamais. C'est ça, il n'aime pas les brocolis. Lui, j'y en sers plus parce qu'il n'aime pas ça. Exactement. Il faut revenir, hein? Oui. Tu sais, quelques années plus tard, les goûts ont changé, ça a évolué. Il faut revenir aussi, il faut réessayer. Exactement. Puis, il y a une étude fantastique qui a été réalisée, que moi, ça m'a donné une grande confiance en moi. Ils ont mis des enfants dans une pièce avec plein de nourriture sur la table, des aliments sains de base, des aliments naturels qu'on va dire. Il y avait des fruits, des légumes, des protéines. Puis ils calculaient ce que les enfants mangeaient, ils venaient piger quand ils avaient faim. Puis au bout d'un certain nombre de jours, ils ont évalué, les enfants avaient tous été chercher ce qu'ils avaient besoin en vitamines, minéraux, protéines, tout
Ça, c'est un instinct aussi de l'être humain d'aller manger ce qu'il a besoin pour remplir, parce qu'il n'y avait pas de multivitamines avant. Là. Il n'y avait pas de nutritionniste, il n'y avait pas de céréales enrichies. Fait qu'il fallait que l'être humain sache quoi aller manger pour remplir ses besoins. Exact. Fait que cet instinct-là fonctionne très bien pour les enfants. Nous, les adultes, on l'a souvent perdu parce qu'on s'est fait dire « finis ton assiette, tu n'auras pas de dessert si tu ne manges pas ça ». Oui, il y a comme des menaces ou des pressions qui n'ont pas lieu d'être. Fait qu'on a perdu cet instinct-là, mais les jeunes enfants l'ont très fort, tant qu'on ne leur présente pas des choix d'aliments ultra transformés. Parce qu'on a aussi eu l'instinct il y a longtemps, quand on avait la chance d'avoir accès à un aliment très sucré, très gras, c'était tellement rare que ça arrivait dans l'histoire de l'humanité qu'on en profitait parce qu'on ne savait pas si la semaine qui allait suivre, on n'allait pas manger. Exact. Fait que quand on a le choix entre manger une carotte ou un croissant, la plupart des gens vont choisir le croissant. Ben oui. Ça aussi, c'est instinctif. Fait que si on donne des aliments de base, mais qu'il n'y a pas le choix au moment du repas d'aliments ultra transformés, les enfants vont aller choisir ce qu'ils ont besoin. Fait que s'ils ne mangent pas le brocoli à ce repas-là, bien, ils vont peut-être manger plus de légumes le soir ou le jour suivant. Ils vont équilibrer eux-mêmes leurs besoins nutritionnels. Fait qu'il faut faire confiance. Il faut faire confiance qu'ils ont cet instinct-là. Notre rôle à nous, c'est de... En fait, leur rôle à eux, c'est de choisir la quantité qu'ils mangent. Oui. Puis notre rôle à nous, c'est de choisir quoi, combien, quoi, comment, puis où, à quel moment. Oui. Fait qu'on choisit leur menu qui est servi. On choisit à quelle heure le souper a lieu, à quelle heure sont les collations. C'est pas manger toute la journée, tout le temps. Puis on choisit dans quelle ambiance. Est-ce qu'on a le cellulaire, la télé, ou on est en famille. On est en famille, on a du plaisir, on parle calmement, on choisit la musique. Fait que ça, fait que l'enfant, c'est combien? Puis nous, c'est le reste qu'on choisit. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Si on veut en apprendre plus, on écoute ta conférence, on te contacte, on t'accroche dans la rue, à la bibliothèque. T'es souvent à la bibliothèque, hein, Marie? Quand on t'accroche à la bibliothèque, on te pose des questions, faut pas être gêné. On se renseigne. Merci beaucoup, Marie-André. Ça fait plaisir. Très hâte d'écouter cette conférence. Je reçois Joanie Blais, la présidente d'APTS Bas-Saint-Laurent, le syndicat de beaucoup de travailleurs dans la Matapédia qui travaillent pour le 6 Bas-Saint-Laurent Installation Matapédia. Bonjour, Joanie. Bonjour, Émilie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation d'être présent avec nous aujourd'hui. Joanie, on voulait parler avec vous, le syndicat de la PTS, on voulait parler avec vous des coupures qui ont été annoncées là, plus concrètement vendredi dernier, le 21 mars. Oui, c'est ça, 21 mars. Je pensais qu'on était rendu en février. Je nous reculais d'un mois. Donc, 21 mars, gros article sur Radio-Canada en fin de journée qui est sorti. Coupure de plein de postes cadres. Donc, vous l'avez probablement après, en même temps que nous, sur les réseaux, sur les médias. Je vous dirais que nous l'avons appris quelques minutes avant certains élus, entre autres parce que c'est de la façon que le 6 du Bas-Saint-Laurent fonctionne. Donc, je vous dirais que nous, ça fait déjà quelques semaines, déjà depuis l'annonce au niveau du ministre de la Santé sur les coupures, qu'on est toujours en, excusez-moi l'expression, en stand-by de savoir quels vont être les impacts ou quels sont les impacts réels qui vont avoir directement sur la région, entre autres. C'est ça qui est important pour nous parce que plus que ça va, plus qu'on reçoit des informations au compte-gouttes, plus que je considère quand même, puis je peux comprendre la stratégie au niveau du 6 de nous informer graduellement, mais pour moi, pour les membres et pour la population, c'est insécurisant d'avoir les informations au compte-gouttes, alors qu'il y a quelques semaines, justement, on entendait des rumeurs qu'on n'a pas été capable d'avoir l'heure juste. Donc, je vous dirais que nous, ça fait déjà quelques semaines qu'on surveille de ça de près, qu'on va être là et qu'on va surveiller aussi les suites, les prochaines semaines, parce que vous l'avez dit, on parle de coupure de postes. La semaine dernière, on parlait de postes de membres, de travailleuses et de travailleurs. La semaine dernière, on entendait aussi au niveau de la gestion. Alors, c'est sûr qu'on va se dire, les prochaines semaines, ça va être quoi l'impact réel sur le terrain? Oui, bien justement, parlons-en des impacts réels sur le terrain. Vous avez un contact privilégié avec les travailleurs, les travailleuses matapédiennes et bas-laurentiens. Comment ça se passe du côté là, sur le terrain? Les gens sont inquiets. C'est ça, vous l'avez dit, tu l'as dit, Joanie, au compte-gouttes, faut presque tordre des bras là, pour avoir de l'information. Comment ça se passe? Comment les gens vivent ça? Il y a beaucoup d'insécurité. Parce qu'encore une fois, on entend des choses au niveau des médias, on reçoit des communications, on reçoit des infos directement des gestionnaires,
Mais on est toujours à savoir quel va être l'impact sur la population et directement pour nous comme travailleuses et travailleurs. Alors peut-être pour énumérer quelques situations, on a entendu au niveau, v'là 2 semaines, on parle de 140 postes. Alors nous, de notre côté, au niveau APTS, mais aussi mes collègues des autres centrales, les syndicats, on est en attente où on commence à avoir justement un petit peu l'heure juste. Ce qui veut dire quels seront les postes qui vont être coupés. Parce que oui, au moment où on parle de postes où actuellement, il y a des gens qui sont détenteurs de ces postes-là parce que l'étape préalable était de venir couper certains postes où il n'y avait pas de détenteurs. Ceci dit, souvent, il y a des gens quand même qui avaient le mandat de devoir faire la tâche qui, là, ont eu l'information, du moins il y a quelques semaines, tout juste... Même la semaine dernière, ont eu l'information qu'ils n'auraient plus la suite des tâches qu'ils faisaient. Alors, c'est sûr que nous, plus que ça va aller, plus qu'on va avoir un nom directement et une tâche qu'on va avoir l'information de dire, ben cette tâche-là n'existera plus. Alors, c'est sûr qu'on est en attente de savoir quel va être l'impact au niveau du terrain, mais surtout aussi pour la population de la Matapédia, parce qu'on parle aussi beaucoup des autres MRC, mais réellement, au niveau de la Matapédia, ben, on a besoin de savoir, puis c'est là justement que j'aurais le goût de vous dire aussi, on a eu l'information récemment, puis ça, c'est un exemple concret de quels vont être les impacts directement pour la population. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, l'unité mobile Sarah. Oui, bien, les mammographies. Voilà, oui, alors... Oui, un trailer là, qui se promenait de CLSC en CLSC, OK? Oui. Donc, pour l'unité mobile Sarah, ce qu'on a eu comme information, c'est que l'unité devait, ou dans le passé, arrêter, entre autres, à Cause-Obscale et à Sébec. Oui. Et là, ce qu'on a eu comme information, c'est que l'unité mobile n'arrêtera plus à Cause-Obscale et à Sébec pour augmenter le nombre de semaines au niveau d'Amqui. Okay. On s'entend, on demeure quand même au niveau de la Matapédia, mais on demeure pas moins que les gens de Cause-Obscale et de Sébec vont devoir maintenant aller vers Amqui pour avoir accès, entre autres, aux mammographies mobiles. Ceci étant dit, c'est sûr qu'on reste dans la MRC. Par contre, j'espère que ça va demeurer là, parce que plus que ça va aller, ou du moins, j'espère que je me trompe, mais j'espère qu'on ne centralisera pas plus, parce que c'est les impacts possibles. Et j'espère qu'on n'ira pas là, parce que autant les gens de la Matapédia que d'un autre MRC, je considère, n'ont pas à se déplacer sur l'autre territoire pour aller chercher des services ailleurs. À titre d'exemple, à Rimouski, on veut que les gens reçoivent des services dans leur MRC. Donc, c'est sûr qu'on va surveiller ça, mais ça, c'est un exemple concret de coupure, entre autres, qui vient impacter les gens qui vont devoir prendre leur automobile et aller un petit peu plus loin. Je pense qu'on parlait d'une vingtaine de minutes, entre autres, 20 km, quelque chose comme ça, mais il reste qu'on se déplace quand même. Oui, donc ça, c'est... Oui, c'est que pour les habitants de Sébec et de Cause-Obscale. Il y a d'autres municipalités en périphérie. Et on sait, il y a des gens qui n'ont pas de moyens de transport. Ça, c'est encore plus problématique. Ça, c'est un impact. Là, on parlait... Dans ce que j'ai lu, dans les recherches que j'ai faites, on parlait beaucoup de postes cadres, de postes qui étaient vacants, de postes que c'était des gens qui allaient à la retraite, un petit peu poussés vers la retraite plus rapidement. Et là, tu sembles nous dire que ça va descendre vraiment vers les services aux usagers en ce moment-là. C'est ça qui est inquiétant. Effectivement. On est encore en l'étape qu'on est en exploration. Parce que oui, on entend les informations, mais encore une fois, quels seront les impacts réels? Peut-être pour faire un petit topo global, on parle de 190 gestionnaires qui est touché au moment où on se parle, 20 modifications de postes et 170 postes d'abolition. Ce qui va se passer, c'est un peu ce qui s'est passé au niveau de la réforme Barrette en 2015. C'est que les postes vont être abolis et les gestionnaires vont devoir réappliquer sur des postes. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir des changements. Parce que oui, on parle du volet des postes, mais il y a aussi des directions ou certains départements qui vont être fusionnés ensemble. C'est sûr qu'il va y avoir de l'insécurité, encore une fois, sur le terrain. On espère fortement que la population soit moins touchée. C'est sûr que ça va être à suivre, puis je vous dirais que ça va emmener un lot d'insécurité, encore une fois, au niveau des équipes. Tout à fait. Vous, dans les prochaines étapes, les syndicats, autant la PTS que vos autres collègues des autres syndicats, c'est quoi les prochaines étapes? Est-ce que vous avez votre mot à dire là-dedans? Je vous dirais que nous n'avons pas nécessairement notre mot à dire. Pourquoi? Il faut se rappeler de Santé Québec.
qui a donné le mandat à tous nos CIS et nos CIUS. Donc, pour le CIS du Bas-Saint-Laurent, c'est la haute direction qui devait, d'ici le 31 mars dernier, offrir un plan de redressement budgétaire. Alors, on reçoit les informations au compte-gouttes parce que chaque phase est autorisée par Santé Québec. Je vous avouerai encore une fois que, pour le dire autrement, c'est des gens de Québec qui vont venir choisir quelles seront les coupures dans notre région. Ça me dérange un peu, mais bon, voilà, c'est dit. Alors, les prochaines semaines vont être déterminantes parce qu'encore une fois, on va aller valider quels seront les impacts directement sur le terrain, sur les membres, sur la population. Et je vous dirais, ce qui va être important aussi, c'est que si jamais les membres, citoyens, citoyennes, ont des informations ou viennent à ne plus recevoir de services, moi, je pense que les gens auraient tout intérêt à les dénoncer, ne serait-ce que de parler de la situation à leurs élus locaux ou tout simplement au comité des usagers parce que, encore une fois, le réseau de la santé publique, on y tient, puis on espère avoir des régions, des services, autant à Rimouski qu'à Matapédia, qu'à Amqui ou à Sébec. Donc, ça va être très important de surveiller tout ça puis de le dénoncer si jamais les gens sont confrontés à tout ça. Eh bien, merci. C'est exactement là que je m'en allais, Joanie. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Si jamais il y a des gens à la maison qui vivent de l'injustice, on le voit, là, ça commence à sortir dans les médias, là, des gens à mobilité réduite dans le coin de Rimouski qui perdent des services à la maison, des choses comme ça. N'hésitez pas à contacter vos élus locaux, même les médias locaux. On est là pour ça. On est là pour en parler. Merci beaucoup de ton temps, Joanie. Merci d'avoir fait la mise à jour avec nous. Ça ne sera que partie remise. J'ai l'impression qu'on va s'en reparler dans les prochaines semaines pour suivre ce dossier très important dans la Matapédia, dans le Bas-Saint-Laurent. Les services de santé, c'est un acquis qu'on veut pas perdre. Tout à fait. Merci, Émilie. Ça va être un plaisir. Puis mes collègues aussi au niveau des autres syndicats vont dénoncer parce que c'est important tout ce qui se passe. Merci, Joanie. Merci. Caroline, tu es ici pour nous outiller en santé mentale et aujourd'hui, on répond à la question que tout le monde doit se poser à un moment ou à un autre de sa vie. Comment je fais pour aider quelqu'un qui est en détresse psychologique ou que je vois qu'il y a une difficulté dans la sphère de la santé mentale? Comment je fais à part comment ça va? Oui, c'est ça. Après le comment ça va, oui, qu'on répond jamais la vérité, en fait. Oui, très souvent, mais surtout quand c'est demandé à l'épicerie. C'est pas toujours... C'est pas le moment, souvent. Non, c'est ça, exactement. Tu sais, je te dirais, Émilie, une des premières choses, c'est d'abord de se demander est-ce que je suis en état d'aider quelqu'un? Oh! Tu sais, souvent, on va vouloir savoir comment les autres vont, mais on pourrait peut-être en premier se demander comment moi je vais. Et est-ce que moi, je suis dans un état émotif d'aller cogner à la porte de la personne pour savoir si elle va bien? Parce que si elle va pas bien... Oui, c'est ça. Parce que si elle va pas bien, si je vais pas bien et l'autre personne ne va pas bien non plus, ben là, ça se peut qu'on... On s'aidera pas, là. On s'aidera peut-être pas ou on sera peut-être pas la meilleure aide pour la personne. Fait que... Première question, je suis capable. Oui, c'est ça. Je suis dans un état émotif pour que si je pose la question, que je sois capable de recevoir. Puis que je sois capable de faire quelque chose s'il y a quelque chose qui m'est demandé. Mais quoi faire? Donc, si je me sens en état, puis que là, je demande à quelqu'un ou que je vois quelqu'un qui ne va pas bien, bien, premièrement, si j'ai l'impression que la personne ne va pas bien, je vais aller vérifier. Oui. Parce que, tu sais, dans la communication, des fois, notre non-verbal peut démontrer que la personne ne va pas bien, mais peut-être qu'en réalité, elle est peut-être juste fatiguée cette journée-là. Fait que je vérifie si la personne va bien. Oui. Je lui demande pour vrai. Pour vrai? Oui, pour vrai. Fait que là, je lui demande pas ça à l'épicerie. Non! C'est ça qu'elle va dire. Ben oui, puis toi! C'est ça. Ça prend des conditions gagnantes. Oui. Puis les conditions gagnantes, c'est souvent du 1 à 1. Oui. Dans un contexte aussi qui est comme un peu plus discret. Ouais, propice à la confidence. Propice à la confidence. Par texte, c'est pas l'idéal. Non, je sais que, bon, mais par texte, c'est pas l'idéal non plus. Mais de prendre le temps de demander à la personne, puis peut-être de nommer aussi les observations. Oui, c'est ça, pas juste un comment ça va. Exact, j'ai moins de nouvelles de toi. Je te sens un petit peu plus irritable. Est-ce que je me trompe? Il me semble que ça fait quelques fois que tu n'es pas là. Puis d'habitude, tu es là. D'habitude, tu fais telle affaire. Tu le fais un petit peu moins. Est-ce que ça se peut que ça va pas? Je me trompe-tu de penser que tu n'as pas l'air affilé? Oui, là, on n'est pas dans l'accusation. C'est moi, je vois. J'observe ça. J'observe ça. Fait que là, je vais montrer à la personne qu'est-ce que j'observe. Mais ça se peut que la personne, elle me le dise de toute façon d'emblée. Non, ça ne file pas pantoute. Oui. Ça se peut aussi, mais en tout cas, vous aurez les deux options.
Et puis, si la personne a dit non, ben là, c'est vrai, je file moins, est-ce qu'elle a envie d'en parler? Peut-être qu'elle a... Ouais, elle a peut-être pas. Parce que des fois, les gens, ils veulent beaucoup. Puis des fois, ils veulent plus que les autres personnes. Ah, souvent, on dirait. Parce que ça génère un sentiment d'impuissance. Hein? Quand Ouais. tu vois quelqu'un que tu apprécies beaucoup, que tu aimes beaucoup, puis il ne file pas, ben, tu veux absolument faire quelque chose. Mais peut-être que la personne, elle, même si elle ne file pas, est peut-être capable de le gérer pour une période de temps, le fait qu'elle ne file pas. Oui, ou elle n'est pas rendue à s'ouvrir là-dessus. Exactement. Ou elle a peut-être d'autres moyens ou d'autres personnes, mais qu'on n'est pas au courant. Exact, exact. Ou que nous, on peut supposer que le fait qu'elle en parle à son ami à l'école, que c'est pas suffisant, elle aurait besoin de plus, mais pour elle, peut-être que c'est suffisant. En effet. Fait qu'il faut... on valide. Exactement. Ça, parler? c'est super important. Est-ce qu'elle veut en parler? Et est-ce que c'est à nous qu'elle veut en parler? Ah, OK. Est-ce que tu aurais besoin d'en parler? Elle peut dire oui. Est-ce que m'en parler, ça te ferait sentir bien ou tu aurais envie d'en parler à quelqu'un d'autre? OK. Ça, et puis il faut être prête aussi à accueillir ça. Surtout comme parent. Ça se peut que mon enfant, c'est pas à moi qu'elle veut se confier. Souvent. Hein? Oui, souvent. C'est bien correct aussi. Oui. L'important, il faut mettre notre orgueil de côté. Là, exact. parce que des fois, les parents, c'est ça qu'ils me disent. Oui, mais moi, c'est moi son père, c'est moi sa mère. Ouais, mais... Oui, mais il y a des petits jardins secrets qu'il faut respecter. Puis les enfants, ils savent aussi quel genre de réplique on va faire. Ils nous connaissent pas mal. C'est sûr. Fait que je vérifie, est-ce que c'est à moi qu'elle veut en parler? Puis si c'est pas à moi qu'elle va en parler, est-ce qu'il y a une personne autour d'elle à qui elle aurait besoin d'en parler? OK. À qui elle aimerait pouvoir en parler? Oui. Si elle dit « je ne sais pas » ou « non, je pense pas », est-ce qu'il y a des moyens que tu connais ou des trucs que tu as qui te permettent de verbaliser tes choses? Un journal des émotions, écrire des lettres, est-ce que c'est dans le sport que tu évacues? Est-ce que toutes les ressources, tu sais, les ressources dans notre région, on a des organismes communautaires, on a toutes les lignes 1-800. Oui, il y en a beaucoup, plein. la ligne, tu sais, sur l'anxiété, la ligne parents, tel jeune, sur le deuil, il y en a un tapon. Oui, le 811 à la limite. Le 811, tout à fait. Option 2. Exact, option 2 psychosociale. Oui. Alors, on peut recevoir de l'aide sur différentes façons, différentes thématiques, tout ça. Fait que je vais aller vérifier quel genre d'aide elle a besoin. Okay. Et des fois, je vais lui dire, qu'est-ce que je pourrais faire? Peut-être que tu ne veux pas te confier en moi, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider? Même si tu ne me parles pas, y a-tu quoi que je pourrais faire pour t'aider? Qu'est-ce que tu aimerais aujourd'hui? OK. Ça se peut que la personne a dit, juste d'être là avec moi. Oui, ou fais-moi un câlin. Oui, ou va-t'en. Oui, c'est ça. Ou laisse-moi dans ma bulle. Oui. Ou, respecter ça, en fait. Respecter son désir. C'est ça. Ouais. Mais des fois, les gens oublient de demander c'est quoi le besoin de la personne. C'est vrai, ça. On suppose. Là, bon, ça va te faire du bien. Viens avec moi, fais ci, ça va te on va faire aller manger une crème glacée. C'est ça. On oublie tout. Exactement. Fait qu'imagine si c'est quelqu'un qui a un trouble alimentaire, on va aller manger une crème glacée, on est dans le trouble. Oh mon Dieu. Non, mais... ils pensent pas à ces affaires-là. Mais c'est dans la bienveillance un peu naïve qu'on offre des trucs de même. Mais c'est quand même pour dire que c'est un bel exemple pour dire, faudrait le demander. Qu'est-ce qui te ferait du bien? Tellement. On suppose beaucoup d'affaires. Hein? Oui. Trop. Non, ça, on n'est pas mal intentionné. Non. Mais en le demandant, au moins, ça nous donne une idée. Fait que ça se peut que la personne a dit que ce soit un câlin, j'aurais besoin de me faire encourager, j'aurais besoin de présence, j'aurais besoin qu'on me comprenne. Et là, si c'est pas clair, on va demander. Tu as besoin d'être compris ou écouté comment? Et par qui? Ouais. Tu sais, fait que des fois, ça permet de dire, j'aimerais ça, si c'est un enfant, ça se peut que j'aimerais ça, que papa comprenne telle affaire ou que maman comprenne, qu'est-ce qu'on pourrait faire ou qu'est-ce que je pourrais faire. Puis ça veut dire quoi comprendre? Ouais. C'est quoi le comportement qu'il pourrait avoir qui te donnerait l'impression que tu es compris? Faut vraiment partir de la base puis jouer un peu au nono, là. Tu sais, je veux dire, poser toutes les questions pour bien avoir les définitions communes. Oui, exactement. T'sais? Mais j'aime ça quand tu dis, là, tu sais, faire le nono, mais moi, je vais l'associer mais je vais l'associer, Émilie, au fait d'avoir de l'ouverture. Oui. Tu sais, si j'ai de l'ouverture puis je suppose pas des choses, je vais partir d'une page blanche. Oui. Mais si j'ai déjà en tête mon idée de fait, je suis pas dans l'ouverture. Je suis déjà teintée par le jugement de c'est pas ça qu'elle a besoin ou ça doit pas être ça ou c'est pas si pire que ça. C'est parce qu'elle s'est chicanée que ça son ami tantôt. Exact. Fait que si j'ai déjà comme une prémisse en tête, là, je suis plus dans l'ouverture. Pas du tout. Fait que c'est vraiment d'accueillir la personne. Bon, c'est ça. C'est quoi son besoin? Quel genre de comportement elle aimerait? C'est-tu un câlin? C'est-tu de la présence? Des fois, c'est bien simple.
Oui. Des fois, c'est vraiment, vraiment simple. Puis des fois, c'est vraiment surprenant. En effet, en effet. De comment que des fois, les gens, ça prendrait pas grand-chose pour leur faire plaisir. Oui. Et par la suite, si c'est des détresses qui sont importantes, bien là, on peut aller chercher du support. Ouais. Puis dire à la personne, tu sais, avec ce que tu me dis, ben est-ce que tu accepterais qu'il y ait plus que moi qui te donne un coup de main? Ben oui, ça me dépasse. Puis on peut le dire comment ça nous fait sentir. Tu sais, je me sens impuissante, puis j'aimerais ça t'aider. Si j'irais chercher de l'aide ou du soutien, ou si on irait chercher de l'aide ensemble, est-ce que tu serais d'accord? On demande la participation de la personne. Puis si c'est en relation d'aide, par exemple, bien, on peut offrir à la personne de se déplacer physiquement. OK. Je vais t'accompagner au bureau, mettons au groupe GMF, au CLSC. Oui, parce qu'il y en a qui... Ben, peut-être s'ils qu'il y en sont a, pas accompagnés, c'est trop, là. Ben, c'est ça le pas. Ça se peut qu'il soit trop. Oui. Et là, peut-être que rendu dans la salle d'attente, la personne elle va dire « Ah, ben c'est correct, là, dans le bureau du médecin, je peux faire l'autre bout tout seul. » Ou on peut y offrir d'être là le premier 10 minutes, puis de revenir. Fait qu'il faut pas se gêner. Il faut pas mélanger ça avec du maternage. Parce que des fois, les gens disent « On veut pas materner. Il faut que la personne, ça veut s'aider, qu'elle s'aide. » Mais des fois, là, si on montait la marche avec, puis on... Après ça, on donnait le petit coup. Exactement. Tu sais, elle ne deviendra pas dépendante parce que je l'accompagne dans ma voiture ou que je l'accompagne chez le médecin. Fait qu'on pourrait l'accompagner, que ce soit un aîné, notre conjointe. Quand ça ne va pas, des fois, ça fait du bien de sentir une présence, même si la personne... je veux dire, elle ne dit pas grand-chose. Non, juste d'être là. Fait qu'on peut accompagner la personne physiquement. On peut être juste là avec elle, soit dans le bureau, en dehors du bureau. Aussi, si c'est un appel téléphonique, on peut le dire à la personne. Pendant que tu vas téléphoner pour recevoir de l'aide, exemple, si tu téléphones au Centre de prévention du suicide, je peux être à côté de toi si tu veux. Oui. Ben puis je peux rester là, puis si tu me fais signe, si tu veux qu'après ça, je m'éloigne, je vais m'éloigner. Fait que ça aussi, c'est possible. Oui. Fait que c'est toutes des petites options qu'on peut... Mais il ne faut pas être gêné d'en parler. Tu sais, la prévention du suicide, souvent, quand les gens ont des idées suicidaires, c'est un peu tabou. Des fois, c'est tabou ou ça rend les gens inconfortables. Fait qu'il ne faut pas être gêné de poser la question directement. Est-ce que tu as des idées suicidaires? Il ne faut pas être gêné. Puis si on ne se sent pas à l'aise avec le sujet, bien, on sait qu'au Centre de prévention du suicide, quand on contacte là-bas, soit comme parents, soit comme amis, on peut aussi avoir du soutien. Oui, c'est ça. Ils peuvent nous coacher pour intervenir. Ils peuvent nous coacher pour intervenir. Oui. Et ils vont faire l'évaluation de la dangerosité du passage à l'acte. Oui. Ils peuvent le faire aussi. Oui. Donc, on a le même service pour les professionnels. Mais alors, même au 811, je m'inquiète pour ma mère. Exactement. Je peux appeler, expliquer la situation, puis eux vont me dire comment interagir pour l'amener vers les services, peut-être. Exactement. Okay. Fait que donc, déjà là, si je ne sais pas comment aider, j'ai déjà aussi des ressources comme personne qui veut aider quelqu'un auquel je peux téléphoner là puis dire je voudrais aider. Oui. Ben comment je peux faire? Mais je pense que la base, tu l'as dit, d'être ouvert et de valider tout ce qu'on pense. Oui, tout à fait. Qui est l'idée puis que c'est pas ça finalement. Puis écouter sincèrement. Hein, parce que des fois, les gens vont entendre, mais ils vont pas écouter. C'est vrai. Fait que écouter, c'est j'enlève ce que je pense dans ma tête, là, puis je reçois, j'accueille, puis j'écoute pas juste le premier niveau, j'écoute le deuxième, le troisième niveau, puis je demande des détails, je demande à comprendre. C'est ça. Au lieu de tout de suite relancer ou ramener à mes exemples à moi quand j'étais jeune. Puis présupposer plein d'affaires. Présupposer. Souvent, les jeunes, c'est ça qu'ils vont me dire. On dirait là, mon père ou ma mère, toujours dans mon temps, t'avais juste à faire ça, nous autres. C'est un réflexe, mais c'est pas ça qu'ils ont besoin. Ben c'est sûr. C'est pas réconfortant. C'est pas rassurant, c'est pas réconfortant. C'est pas compatissant, c'est rien de ça. C'est rien de ça. Les enfants, ils se referment comme une huître, puis ils disent, bon, ben, laisse faire. Laisse faire. Oh mon Dieu, j'ai l'impression de voir une scène chez nous. Laisse faire! C'est ça, avec un petit claquage de porte. Oui, ça prend le petit claquage de porte. Ben oui, la petite le émotion le petit pas fort, là. Ah oui, avec sur le talon, là. Ben, c'est ça, c'est l'expression des émotions. Un peu de colère, de frustration et tout ça. Fait que voilà. Un conseil très, très pour ceux qui veulent aider puis ils savent pas comment. La première chose. Je demande. Deux. Un, est-ce que je suis en état? Ah oui, c'est vrai. Puis deux, je vais aller vérifier si la personne a vraiment besoin et quel genre d'aide
a besoin pour que je puisse agir sur les bonnes choses. Puis je l'accompagne. Puis des fois, un grand câlin, sans mots, ça fait du bien aussi. C'est mieux qu'une conversation de 20 minutes, souvent. Oui, puis du texte. Ah oui, surtout. Puis les téléphones, on essaye de faire contact les choses physique, le plus souvent qu'on peut en personne. On veut de la chaleur humaine. Oui, s'il vous plaît. Ben merci, Caroline Giroux, travailleuse sociale. Merci beaucoup de ces bons conseils. On se revoit pour d'autres excellents conseils de ta part. Ça me fait plaisir. On reçoit Louise Beaupré, la coordonnatrice du plan climat de la MRC. Bonjour Louise! Bonjour Émilie! Donc, c'est pas la première fois que tu viens nous parler ici du plan climat. On est rendu à une autre étape, mais avant de nous parler de l'étape dans laquelle tu es rendu dans le processus, on va faire un petit résumé. Ouais. Pourquoi la MRC se dote d'un plan climat? À quoi ça sert, ce beau plan climat-là? Bien, le plan climat, au départ, c'était pas une démarche qui était obligatoire pour les MRC. Oui. C'est quand même important de le préciser, mais la plupart des MRC au Québec y ont adhéré pour faire une élaboration de leur plan climat. Oui. Il y avait déjà aussi des MRC qui avaient préparé leur plan climat, puis ils peuvent l'adapter pour le rendre, pour le faire approuver. Pour faire des plans climat également, qui est dans le même processus que nous, on fait. Ils ont déjà de l'avance. OK. Puis un plan climat, en fait, c'est autant le réchauffement climatique, gestion de matières résiduelles, les intempéries, inondations, etc. Là, on prévoit tous ces secteurs-là. Là. Oui. Oui? Oui. OK. Oui. OK. Fait que là, dans le fond, ça fait 6-7 mois que tu es en poste. Ça fait presque 6 mois. Presque 6 mois. Tu as fait un état de la situation au départ ou même pas? Qu'est-ce qui a été fait comme travail jusqu'à présent? Ah oui? À date, en fin de compte, c'est beaucoup faut consulter la documentation. Oui. Hein, pour quand même se faire une tête par rapport à ça, dire, OK, c'est beau le plan climat, c'est quoi les grands axes du plan climat, qui est d'abord c'est un plan d'adaptation. On pourrait dire c'est d'adaptation et d'atténuation à l'impact des changements climatiques. Oh, donc, OK. Oui, puis on veut que ce plan climat-là soit vraiment adapté à notre MRC. Là. Ben oui, à notre territoire. Ça ne veut pas dire qu'une action dans le bout de Montréal est bonne pour nous, là. Non. Okay. C'est ça. Fait qu'on veut que ça soit vraiment comme adapté, puis je pense que c'est un peu la vision de chaque MRC. Puis comment on fait ça? Ça se divise en, je pourrais dire, le plan climat, en gros, là, on a, comme je t'ai mentionné, c'est quoi? En gros. Oui. On a la démarche d'adaptation. Je veux dire, c'est quoi? Je vais t'expliquer rapidement c'est quoi la démarche d'adaptation. Ensuite, l'inventaire qui rentre au niveau des gaz à effet de serre. Oui. Puis, on a, la rédaction, il y a de la formation qui est là-dedans, puis le processus de concertation qui est un peu notre dessert qu'on va parler. Ah, OK. Mais pour ça, il faut arriver à un contexte. OK, c'est bon. J'ai perdu mon... C'est pas grave, ça! J'étais là. Si ça, c'est là. On t'entend pareil! Fait que lui, il est là. C'est bon. C'est ça. Fait qu'on part si, mettons, au niveau de la démarche d'adaptation, on a c'est ce que tu as nommé tantôt. On a des événements climatiques. Hein? Oui. Bon. On peut dire que c'est des aléas, mais on aime dire des événements, c'est un petit peu plus vulgarisé. Oui. On peut avoir là-dedans, par exemple, des inondations. Je ne t'énommerai pas toutes, mais mettons vagues de chaleur, feux de forêt. Oui. Ce qu'on a vu là, dans le dernier été, mettons. C'est ça. C'est ça. Vagues de froid. Après ça, j'ai-tu d'autres exemples? Au niveau des vents violents. Oui, en gros, là, de 98 était ça. Oui, c'est des événements que on est témoin. On n'a pas de contrôle. Non, c'est ça. Puis ensuite de ça, dans la démarche d'adaptation, c'est qu'on part de ces événements climatiques-là, puis on va un peu croiser
est-ce qu'il y a une possibilité, est-ce que le risque est élevé, est-ce qu'il est modéré, est-ce qu'il est faible par rapport à notre territoire? Oui. Puis, en lien avec nos systèmes, qu'il y a un système au niveau des infrastructures, au niveau des routes, au niveau des les ponceaux, quand on parle d'inondation, la population rentre dans nos systèmes, le système humain, on pourrait dire, la population qui vit sur le territoire, il y a l'environnement, tout ce qui est biodiversité. Quel impact que ça va avoir? Bon, si on parle de feu de forêt, oui, ça a un impact au niveau de l'environnement, mais aussi au niveau de la population, au niveau de la santé. On ne veut pas oublier, c'est tout ce qui rentre, comment je pourrais dire, qu'on se prépare et qu'on prépare aussi les populations qui sont plus vulnérables, parce qu'on n'est pas tout égaux par rapport au changement, à l'impact des changements climatiques. Là. Non. S'il faut être confiné à la maison ou sortir rapidement, c'est différent. C'est un réseau. En gros, c'est tout ça. Oui. Après ça, on a un inventaire qu'on doit faire, un inventaire corporatif et collectif. OK. L'inventaire corporatif concerne tout ce qui est au niveau des infrastructures, au niveau des municipalités. Ça peut être toute la flotte de véhicules et les bâtiments. On calcule comment qu'il y a à peu près d'émissions de gaz à effet de serre, là, mettons, dans une année. Si on a choisi une année X pour faire l'inventaire. Puis on a l'inventaire collectif qui est tout ce qui est résidentiel, population, flotte de véhicules qui se promènent. On peut tout avoir ces données-là qui sont un peu plus approximatives quand on parle au niveau de monsieur, madame, tout le monde, collectif. C'est ça. Exact. Bon, ça fait partie de l'exercice aussi. Puis là, mais après, il faut voir s'il y a des mesures d'atténuation qu'on peut mettre en place pour ça. Ça, c'est dans le plan. On doit le planifier d'avance. C'est-à-dire, OK, on dit, là, il y a ça. Qu'est-ce qu'on prévoit planifier, mettons, pour réduire... je peux te donner des exemples. On reboise. Par exemple, mettons, au niveau des bâtiments, comme la ville, il y a trois... il y a Cozaspcal, Amqui, Sébec, qui ont des bâtiments à la biomasse, qui ont été convertis à la biomasse, qui ont réduit, qui ont enlevé, mettons, retiré le mazout. À ce moment-là, l'empreinte écologique est beaucoup moindre. Là. OK. Par exemple, la ville d'Amqui aussi, au niveau du parc de l'hôtel de ville, il va y avoir du verdissement dans le stationnement. Donc, c'est maintenant un règlement aussi que quand tu as plus de 20 places de stationnement, tu dois avoir au moins 10 de canopée de verdure autour, là. D'arbres. Juste pour pas que ça soit une grosse masse noire de sphalte qui fait de la chaleur, pas d'allure. C'est ça. OK. Bon, puis en gros, c'est ça. Il va y avoir... ça, c'est le volet 1. C'est toujours la partie volet 1 du plan climat. Puis après ça, il y a le volet 2, c'est la mise en place, la mise en œuvre, mettons, de moyens... là, on recueille tout, en fait. Oui, on recueille tout ce qu'on veut, ce qu'on veut analyser. C'est ça. Là, on est là-dedans. On est là-dedans, puis c'est ça que j'ai fait, là, pas mal dans les derniers mois. Puis, en parallèle avec ça, on a le processus parce que ça doit quand même avoir une acceptabilité sociale. Donc, on doit consulter et consulter la population. Donc, ça va en parallèle avec les trois démarches. Oui, puis là, on est en train, là. C'est là. Si on veut s'exprimer... À la maison, si vous voulez vous exprimer... Jusqu'au 15 avril. Jusqu'au 15 avril, OK. Il y a une date limite, puis il y a un sondage qui roule autant en ligne, sur le web, que même papier dans les municipalités. Hein? Oui. Puis ça, c'est pour toutes les municipalités de la Matapédia. Là. Tout à fait. Tout le monde est concerné, pas juste les trois... C'est le temps. C'est le temps de... Puis c'est important parce que... Bon, je veux dire que à partir du moment où les gens peuvent remplir le sondage... en mettant leurs coordonnées, comme ils peuvent le faire de façon tout à fait anonyme. OK. Il y a possibilité de faire les deux. Oui. Puis moi, je suis allée distribuer des copies comme ça, des copies papier. J'en ai envoyé dans les municipalités, mais il y en a dans les organismes communautaires, dans les résidences, un peu partout. OK. Mais c'est pas fini, là. J'étais encore dans la distribution cette semaine. OK. Puis il y a ça, que vous allez voir cette affiche-là. Oui. Donc, avec le code QR, les gens peuvent le remplir directement. Ben oui, avec la pandémie, on est très à l'aise avec les codes QR maintenant. Tout le monde sait comment ça marche. Oui, on sait comment ça fonctionne. Puis les gens, c'est ça, ils ont jusqu'au 15 avril pour répondre aux sondages. Nous, on voulait savoir un peu qu'est-ce que la population en pense. Oui. Si quelqu'un dit, moi, je suis pas convaincu.
Tu sais, je suis pas convaincue. Je vois ça, mais... Je pense pas que ça a un lien avec le changement climatique. Oui, mais on veut le savoir. Ben oui. On veut le savoir, puis c'est correct, là. S'il y a des gens qui sont inquiets sur un enjeu en particulier, qu'on se rend compte que sur les 1000 répondants, il y en a 900 qui ont dit ça. C'est ça. Ben là, ça sera une priorité peut-être. Ben ça dépend. Ouais. J'en viens à ça, justement. Tu sais, on demande aux gens leur niveau d'inquiétude, par exemple. Qu'est-ce que d'autres apportent ça? Ils peuvent nous nommer, justement, les événements climatiques qu'eux autres, ils jugent qui sont les plus importants. Oui. Bon, ça, c'est une partie parce qu'il va y avoir une rencontre citoyenne le 30 avril. OK. En vraie personne? Oui. Okay. Oui, à des vrais. En vraie personne, on se rencontre, c'est à la salle des Chevaliers de Colomb d'Amqui. OK, oui. Donc, 6h30 le soir jusqu'à 21h, à peu près 21h15. Là. Oui. Puis, on va présenter les résultats du sondage. Oh, intéressant. Parce que les résultats, ils sont analysés à chaque semaine. Analysés, ils sont comme répertoriés à chaque semaine. Puis, on diffuse, nous, les résultats par municipalité avec une carte. C'est en collaboration avec des chercheurs de l'UQAR. OK, très qui nous préparent, qui ont les données. À ce moment-là, ils montrent, OK, bon, telle municipalité, là, ça bouge un peu moins, donc il faut mettre un peu plus d'efforts dans ce secteur-là. Oui. Parce qu'on veut vraiment une représentativité, ben oui. De tout le monde du territoire. Oui. Puis là, ça va être notre version, ce que les gens pensent. Puis on va présenter ça le 30 avril. Oui. Puis, on va avoir également un portrait climatique. C'est un de mes collègues qui est en train de travailler là-dessus. Il prépare le portrait climatique qui est plus scientifique. Okay. Par rapport au territoire de la MRC de la Matapédia. Mettons, dans les années, dans les 20 dernières années. Oui. Et maintenant, puis une projection future. Oh, intéressant. Puis de voir, est-ce qu'il y a un écart? Ouais. À quoi ça... C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est ça. Qu'est-ce qui s'en vient? Puis avec l'écart, ben là, on va faire une activité d'animation avec les gens qui vont être là. Puis on garde un peu une surprise sur ce qu'on va faire avec ça. Mais s'il y a un écart, et s'il n'y en a pas, ben tant mieux. Les gens, ben, tu sais, dans le sens, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas rien à s'adapter. Mais par exemple, là, tu sais, les gens, je donne un exemple ici. Quelles actions vous posez, mettons, pour augmenter votre capacité d'adaptation? Oui. Ben, est-ce que les gens, ils ont une trousse 72 heures? Ah, ça, hein? C'est ça. Est-ce qu'ils ont un chauffage à point? Tu sais, il y a des gens qui n'ont pas accès à, mettons, à l'air climatisé l'été. Quand il y a une semaine de canicule. De canicule. Ben, c'est des gens avec des conditions de santé qui sont, mettons, plus vulnérables. Ouais. Ben, est-ce que les gens ils ont un réseau? Est-ce que des gens qui s'assurent que ces gens-là sont en... Oui. Puis, il faut que la sécurité civile soit à jour de... Bien, déjà, tout à fait. Déjà, on a la sécurité civile au niveau de la MRC, ils ont participé à un projet pilote. OK. Donc, ils ont déjà fait une évaluation des événements climatiques possibles. OK. Puis, on va approfondir à partir de ce qu'ils ont déjà fait. Mais ils sont prêts. Ah, ben c'était ils sont prêts. Très intéressant. Fait que là, on rappelle aux gens, en terminant, que il y a un sondage, page Facebook de la MRC, site web de la MRC, dans vos municipalités, en papier, dans certains organismes communautaires aussi sur le territoire. Remplissez ça. Vous pouvez gagner des cadeaux de la Chambre de commerce pour mousser la si vous en gagnez pas là parce que vous avez répondu de façon anonyme, ben vous viendrez à la rencontre citoyenne. On va en avoir encore. Donc, nous, on se revoit le 30 avril, assurément, pour savoir qu'est-ce qui en est sorti de ce beau sondage-là. Merci beaucoup, Louise. Merci du travail que tu fais. Je sais que c'est colossal partir de rien puis de monter un gros plan d'action comme ça. On adore ça. C'est un enjeu très, très préoccupant pour tout le monde. Merci beaucoup. Puis on se revoit bientôt. Oui, avec plaisir. Merci. La SQDC d'Amqui ouvrira officiellement ses portes le 31 mars prochain et nous avons été invités à venir voir à l'intérieur avant vous. On vous présente tout ce qu'on a capté et ce que vous allez pouvoir voir dès le 31 mars à la succursale de la SQDC d'Amqui. Ouvrir une nouvelle succursale à Amqui. Comment s'est fait le processus de sélection pour qu'à Amqui, il y ait une succursale? En fait, la SQDC, on a parti avec un nombre X de succursales. Puis, dans le but, comme notre mission est de
de contrer le marché illicite. Dans le fond, on veut couvrir la plus grande superficie de territoire possible. Donc, les premières succursales qu'on avait dans la région présentement étaient Rimouski, Matane et Carleton. Donc, Amkoui a été identifié comme un trou de marché, si je peux appeler ça comme ça, pour venir chercher une petite partie du marché illicite, puis donner un service de cannabis légal aux gens de la région. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec les succursales qu'on connaît déjà, celle de Matane, celle de Rimouski? Qu'est-ce qui est différent ici? En fait, les premiers concepts de succursales SQDC qui ont été montés étaient plus un concept de file d'attente avec des conseillers derrière le comptoir, avec tous les produits derrière le comptoir, où les clients se déplaçaient systématiquement au comptoir pour avoir un conseil client, discuter avec le conseiller et prenaient leurs besoins et achetaient leurs produits. Ici, la différence, c'est qu'on va venir accueillir les clients sur l'aire de vente. Donc, on va définir le besoin du client sur le plancher avec les clients, puis on va se diriger dans les aires où les produits sont selon le besoin du client. Donc, si le client nous dit qu'il a besoin, exemple, d'un produit de hashish, bien, on va se diriger vers la section de hashish avec le client, puis on va aller voir les variétés, on va discuter avec lui du meilleur choix possible pour son besoin et faire un choix judicieux avec lui. Oui, on vous a entendu un petit peu en nos protocoles d'ouverture. La SQDC, vous avez 4 valeurs. Comment c'est essentiel pour vous d'incarner ces valeurs sur le territoire, sur le terrain? Mais en fait, c'est hyper important parce que c'est le fondement de l'entreprise. C'est les valeurs qui sont la simplicité, la proximité, le dépassement et la responsabilité. C'est ce qui nous donne notre raison d'être à chaque jour. C'est pour ça qu'on travaille. Puis c'est ce qui nous assure d'avoir des équipes tissées serrées puis qui prônent notre mission. Donc, oui, très fier d'incarner ces valeurs-là. C'est grâce à ces valeurs-là, justement, qu'on peut remplir notre mission puis qu'on va être en mesure de remplir la mission pour les gens de la région. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez un protocole de sécurité pour empêcher les jeunes de moins de 21 ans, hein? C'est 21 ans ici pour magasiner. Donc, avez-vous un protocole de sécurité pour ça? En fait, l'entrée aux succursales est sécurisée. Donc, les gens qui veulent entrer à la SQDC doivent passer par une porte sécurisée qui est sécurisée par un conseiller à l'accueil. Dans certaines succursales, c'est des agents de sécurité qui font la sécurité à l'entrée. Dans nos succursales ici, pour les 2 premières semaines, ici à Amkoui, il va y avoir un agent de sécurité, le temps de roder l'équipe. Mais après ça va être les conseillers qui vont s'assurer de faire l'accueil client et de carter les clients qui pourraient possiblement avoir 30 ans et moins. Maintenant, on carte seulement les clients qui ont 30 ans et moins pour s'assurer de l'âge légal qui est 21 ans pour consommer le cannabis. Les gens qu'on voit pertinemment qui ont plus de 30 ans, on les laisse entrer librement et venir faire leur magasinage de cannabis avec les conseillers. Et est-ce que vous avez des protocoles, exemple, vous sentez qu'un client, c'est pour rassurer les gens à la maison, là, vous avez un client que vous sentez que sa consommation est plus responsable, s'enlise dans des... Est-ce que les conseillers sont formés pour un peu intervenir face à des situations comme ça? En fait, on a une mission aussi de conseil et de conscientisation, bien évidemment. Souvent, oui, on va pouvoir conseiller les clients à baisser les taux de THC, aller vers des produits plus balancés, à des produits à plus forte teneur en CBD qui apportent moins d'effets psychotropes, plus d'effets possiblement relaxants. Donc, oui, on peut être amené à aller là avec les clients. Donc, très important, ça fait partie de notre mission, bien évidemment. Donc, M. Levasseur, vous allez nous présenter les produits qu'on peut retrouver à la SQDC. On commence par le classique. Oui, donc ici, on a le mur de fleurs séchées, si on peut l'appeler comme ça. Donc, différents formats de fleurs séchées qu'on appellerait cocottes dans le jargon du cannabis. Donc, les gens vont acheter la fleur séchée, vont l'émietter pour faire le cannabis moulu et se faire des joints pré-roulés ou le consommer à la façon qu'ils veulent. Ça peut être consommé avec un bong qu'on appelle donc une pipe à eau en bon français, etc. Donc, ici, c'est vraiment la plus grosse partie des produits. C'est les produits qu'on va vendre le plus régulièrement là, à nos clients. La fleur séchée, c'est ce qui est le plus populaire au niveau des consommateurs. Il y a beaucoup je vois qu'il y a beaucoup de diversité. J'imagine qu'il y en a qui font certains effets que d'autres n'ont pas. On n'ira pas dans le gros détail de ça, mais je pense qu'il y a 2 familles dans le cannabis. Bien, en fait, grosso modo, je vous dirais qu'il y aurait... il y a la catégorie de base, c'est que tous les cannabis sont des hybrides à la base. Puis, on va avec des dominances. Dans les SQDC précédentes, vous allez voir 3 catégories, qui est le sativa, l'indica, le sativa et l'hybride. Okay. L'indica étant la catégorie qui possiblement apporte un effet apaisant, relaxant. Le sativa qui apporterait possiblement un effet stimulant, euphorisant. Et l'hybride qui est un agréable mélange des deux. Okay. Donc l'entre-deux entre l'indica et le sativa. Donc le mur de fleurs séchées, c'est vraiment tout ici. Donc on va se diriger vers la catégorie des pré-roulés. Oui. Pré-roulés infusés, en fait. Les pré-roulés infusés, c'est une catégorie de produits qui est, je
pourrais me permettre de dire qu'il est en vogue présentement. C'est très populaire au niveau des consommateurs habitués. Le principe pour faire une histoire courte, des pré-roulés infusés, c'est des pré-roulés de fleurs séchées, mais qui ont un petit plus dedans. Ils ont soit eu un ajout de hashish, qui est un concentré dérivé du cannabis, qui a des teneurs plus fortes en terpènes, qui va amener un effet plus prononcé. Donc, tout en respectant les limites de dosage de 30 de THC qui sont régies par la loi entourant la vente sur le cannabis au Québec, ça amène un petit plus. Donc, pour les consommateurs habitués qui recherchent vraiment un effet un petit peu plus élevé que la fleur séchée régulière qu'on avait en arrière, les clients vont se diriger vers ces produits-là. Donc, ça peut être infusé avec du hashish, avec de la rosine ou de la résine, qui sont des extraits qu'on va voir un petit peu plus loin. C'est ça. Ou du kief qui est entouré autour du joint. Le kief étant le pollen qu'on appelle, qui est une sorte de concentré également. Donc, ça amène, comme je vous dis, un effet plus pour les consommateurs habitués qui veulent un effet un petit peu plus élevé. On continue avec les concentrés. Absolument. Donc, les concentrés, comme je vous l'expliquais un petit peu ici au niveau des pré-roulés infusés. Donc, hashish et kief, résine, rosine. Donc, les dérivés, les concentrés, ça, c'est du hashish qui est transformé, du cannabis, pardon, qui est transformé pour amener un produit encore plus concentré avec une plus forte teneur en terpènes. Les terpènes, c'est souvent ce qui va amener la force de l'effet au niveau des produits. Donc, c'est vraiment, ça aussi, c'est pour des consommateurs habitués. Le hashish, ça va amener des effets un petit peu plus élevés, tout en respectant le 30 de THC, bien évidemment, je tiens à le mentionner. Souvent, on va avoir des taux de CBD plus élevés. Par contre, le CBD, dans le cannabis, vous avez 2 cannabinoïdes principaux qui sont le THC et le CBD. Le THC va apporter l'effet psychotrope, donc le buzz dans la tête, si on veut, et le CBD va amener plus l'effet corporel, possiblement de relaxant corporel, dans le fond, de l'apaisement pour le corps. Donc, au niveau des hashish, souvent, on va aller chercher des taux de CBD très élevés parce qu'on n'est pas limité, dans le fond, au niveau du CBD par la loi. Donc, on va pouvoir aller chercher des 30, 40, 50, 60 % dans certains produits de CBD, qui va amener un relâchement corporel, possiblement pour le client, plus élevé, qui va faire en sorte qu'il va avoir un effet plus intense. Donc, c'est un petit peu pour ça que les clients, souvent, vont se diriger vers ces produits-là. C'est souvent les clients habitués aussi, les consommateurs habitués qui vont vers là. On ne dirigera jamais un client novice vers le hashish, bien évidemment. Là, c'est consommateur averti. Donc, les extraits, dans le fond, c'est tout ce qui est comestible, mais sous forme d'huile ou de gélule. Donc, c'est une forme alternative de consommation de cannabis pour les gens qui ne veulent pas fumer. Donc, intéressant. Oui. Donc, c'est une huile ou une gélule que vous allez ingérer, que ça va être, au lieu d'être la combustion de votre joint qui va activer le cannabis, ça va être la digestion de votre corps qui va activer le THC. Donc, c'est sûr que l'effet, le temps de réaction du cannabis et la durée de l'effet est différente d'un cannabis fumé. Probablement. C'est plus long, les deux, bien évidemment, parce qu'il faut que le métabolisme transforme le produit et le gère un peu comme on gérerait le temps de digérer un médicament ou un repas, entre autres. Exact. Donc, mais ça, c'est l'alternative, justement, pour les clients qui veulent consommer un produit de cannabis puis avoir les effets sans avoir à le fumer. Ah, très intéressant. Absolument. Puis on a différents dosages aussi qui respectent la loi, bien évidemment, autant pour les consommateurs débutants que pour les consommateurs expérimentés. Au début de l'histoire de la SQDC, c'était pas possible d'acheter de la nourriture infusée. Là, maintenant, il y a quelques produits. On n'est pas encore rendu aux petits bonbons, là, au Québec. Absolument. Puis vous me devancez dans le propos parce que, justement, c'est correct. Les jujubes, souvent, les gens, quand on parle de comestibles, les gens vont penser d'ores et déjà aux jujubes. Les jujubes, nous, on est dans une mission de protection de la santé. Donc, tout ce qui est possiblement attractif pour les enfants, on ne va pas là. Donc, tout ce qui est brownies, choses sucrées, chocolat, jujubes, tout ce que potentiellement un parent pourrait oublier sur une tablette par inadvertance et qu'un enfant viendrait dire « Oh, le bon jujube » et consommerait du THC par inadvertance, on ne va pas là. Par contre, nos comestibles sont faits pour apporter un certain buzz de THC, qui est quand même léger. On est limité à 5 mg par portion, là, si je peux appeler ça comme ça, de THC dans les consommables. Donc, c'est quand même des doses très basses. Puis, c'est fait justement dans le but de respecter la mission également. Mais c'est une alternative aussi pour les gens qui ne veulent pas fumer. Donc, c'est l'alternative de consommables qui va être gérée de la même manière que les extraits par le corps humain avec la digestion et tout. Au niveau des breuvages, dans le fond, vous avez des breuvages avec du THC. THC-CBD, qu'on va appeler des produits équilibrés, qui vont chercher le meilleur des deux mondes. Et le CBD, toujours régi par les dosages de la loi entourant la vente sur le cannabis. OK. Même principe que de prendre un produit de nourriture, on boit, puis tranquillement, notre corps fait l'effet. Absolument. Eh bien! C'est différent d'une personne à l'autre. Hein? Chaque personne va réagir différemment à un produit du cannabis. Vous pouvez donner le même
variétés de cannabis à 5 personnes différentes, puis les 5 peuvent avoir des effets différents. C'est le monde du cannabis. Ouverture le 31 mars, donc dès lundi. Les heures d'ouverture, pouvez-vous nous les rappeler? Lundi matin, on va être là dès 10 h du matin. Donc, ouverture du lundi au mercredi de 10 h à 18 h, du jeudi au vendredi de 10 à 21 h et le samedi et dimanche de 10 h à 17 h. Donc, ouvert 7 jours sur 7. Bien, merci beaucoup. On vous souhaite bon succès, puis on espère que les gens de la Matapédia vont répondre présent, responsablement. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Plus tôt cette semaine, notre collègue Carl Blanchette était du côté de la ville d'Amqui pour connaître l'avenir de l'hôtel de ville actuel. Donc, bonjour Sylvie, mairesse d'Amqui. Donc, on a présenté ce soir donc le plan pour l'avenir de l'hôtel de ville. Vous avez décidé d'aller vers la déconstruction. Pour quelle raison? Bien, c'est que la raison, c'est d'abord, on a analysé beaucoup de réflexions, beaucoup de discussions. À un moment donné, on nous a mis sur la table 4 options. OK? Fait qu'on a analysé les 4 options et en bout de ligne, c'est qu'il n'en restait pas 3, il n'en restait pas 2, il en restait juste une à cause des coûts, à cause de... Ici, on est dans une zone inondable. On ne peut pas avoir de subventions pour reconstruire dans la zone inondable et tout. Fait que c'est surtout à cause des coûts qu'il n'y avait pas 2, 3 options qui pouvaient être retenues puis faire une consultation. La seule option, c'était la déconstruction. Puis, est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il y ait vraiment une résistance de la part des gens de la ville d'Amqui? Parce que c'est quand même... on est souvent très patriotique, on s'attache beaucoup à nos bâtisses, à nos structures. Donc, est-ce que vous attendiez vraiment une... Bien sûr, parce qu'on est émotif aussi, surtout. Donc, un bâtiment comme ça, les gens, ça a été construit dans les années 66, 67, avec, dans cette période-là, c'est avec le gouvernement du Canada qui a donné les argents pour le construire. Fait que c'est sûr, les gens qui ont vu la construction, le bâtiment a quand même une architecture aussi spéciale. Mais quand on vit dedans, quand on arrive au printemps, qu'on voit l'eau monter de 2 à 3 pieds dans le sous-sol, qu'on est obligé de fermer l'accès au sous-sol parce qu'il y a des odeurs que personne veut sentir, que les employés sont obligés de travailler quand même dans cet environnement-là. Fait que quand on voit tout ça, c'est pour ça on n'a pas le choix. Mais c'est sûr que le citoyen qui ne connaît pas tous ces éléments-là, le citoyen qui n'est pas conscient de tout ça, lui, puis qui pense, bon, ben regarde, les murs, puis tout ça, ça a de l'air solide. Fait que les citoyens pensent qu'on peut faire d'autres choses, des salles ou... mais c'est ça, c'est que quand on regardait le coût faramineux que ça allait coûter, pas de subvention parce que tu es dans une zone inondable. Les assurances aussi, à un moment donné, quand tu changes de vocation, c'est plus la même chose non plus au niveau des assurances. Fait que c'est pour ça que, oui, on s'attend, est-ce qu'il y a des citoyens? Bon, les citoyens qui étaient ici ce soir, je pense qu'ils ont bien compris parce qu'on n'a plus tout présenté au complet. Bon, les citoyens qui sont chez eux, qui n'ont pas participé à cette présentation-là, peut-être qu'ils ne comprendront pas non plus, mais on espère que ceux et celles qui étaient là vont pouvoir expliquer avec nous. Est-ce que pour l'avenir, dans le fond, du site ici, est-ce qu'il va y avoir une consultation publique pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça? Absolument, par exemple, parce que là on va faire la déconstruction, on va quand même conserver ce qui est conservable, justement. C'est pour ça qu'on ne parle pas de démolition, on parle de déconstruction. Donc, c'est qu'on va conserver les éléments qu'on peut réutiliser. Mais ensuite de ça, là, parce qu'on va avoir un espace qui va être vide, là, après, on le dit, on va faire une consultation pour voir qu'est-ce que les gens veulent ici. Dans les parcs d'ici, on a d'autres parcs aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire, la ville d'Amqui, pour dans nos espaces verts, qui fait que ça répond aux besoins, aux attentes des citoyens. Aussi, je veux savoir, ça va prendre combien de temps environ la déconstruction pour dire qu'il ne reste plus
On ne va pas dire qu'il y a eu de quoi d'autre déjà, mais mettons qu'il n'y ait plus de traces de la bâtisse. Avez-vous une estimée environ? On n'a pas d'estimé véritablement. Si on commence, on sait qu'on doit déménager dans notre nouvel hôtel de ville en juillet. On va déjà avoir fait des demandes, on va déjà avoir fait des études pour savoir qu'est-ce qui est récupérable. Fait que, idéalement, est-ce qu'on peut le faire avant l'hiver 2026? C'est ça qui idéalement. Mais ça, il y a à un moment donné des aléas qu'on ne contrôle pas tous, là, mais espérons là, 2026, hiver 2026. J'ai une dernière question. Est-ce que l'horloge au-dessus de la porte va suivre à le nouvel hôtel de ville avec les signes mystères qu'on ne sait pas d'où ça vient? Je vais trouver une place à la mettre, c'est certain. Sinon, moi, je suis acheteur. Regarde, je prends ça en note. Merci beaucoup, Sylvie. Ça me fait plaisir. Merci d'être là aussi. Si vous désirez en connaître davantage sur l'avenir de l'hôtel de ville d'Amqui, sachez que la présentation dans son intégralité sera diffusée en même temps que le prochain conseil de ville d'Amqui. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Et voilà, c'est ce qui conclut notre émission pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ne manquez pas notre télé-bingo ce dimanche 12h30. La carte pleine est à 500 $. Je vous dis bonne semaine et on se revoit vendredi prochain.